Bonjour, je me présente, je m'appelle Geoffroy Louveau et je fais cette petite vidéo pour Prépa Live, la prépa en ligne pour les concours de Sciences Po. Alors je vais consacrer cette vidéo à un corrigé ou en tout cas à une introduction au corrigé et à l'épreuve de culture générale, c'est-à-dire de questions contemporaines des 7 IEP. Donc vous le savez, il y a un concours commun des 7 IEP et dans ce concours, vous avez plusieurs épreuves, des épreuves d'histoire, des épreuves de langue et une épreuve de questions contemporaines qui fonctionnent sur deux thèmes au programme. En 2017-2018, les thèmes au programme, c'était la ville et les radicalités. Et le sujet, un des deux sujets qui a été donné, c'était peut-on être démocrate et radical. Alors mon but, c'est pas de faire un corrigé exhaustif, mais c'est de vous expliquer un petit peu l'esprit des 7 IEP des questions contemporaines et vous montrer comment on aborde cet esprit concrètement à travers un sujet. Alors évidemment, sur les radicalités, toutes les personnes qui ont travaillé sur le thème se sont aperçues très rapidement qu'il y avait un centre, un cœur du sujet. Ce cœur du sujet, c'était plutôt la radicalisation, les radicalités religieuses, la confrontation au terrorisme et aux idéologies intégristes ou fondamentalistes en religion. Donc ça, c'était, on peut dire, la partie émergée de l'iceberg, mais que cette partie émergée de l'iceberg cachait une partie immergée de l'iceberg, cette partie immergée qui est souvent la plus grosse de l'iceberg, parce que justement, elles ne font pas au soleil. Cette partie immergée, c'était celle de savoir si être radical, c'est uniquement être un extrémiste, être quelqu'un qui, au nom d'une idéologie religieuse ou d'une idéologie politique, va chercher à se défaire des autres, à détruire les autres, à les agresser, à les violenter, etc. Évidemment, la partie immergée de l'iceberg conduisait à réfléchir aux positions radicales, c'est-à-dire aux positions des personnes qui peuvent croire fondamentalement en une vérité, penser qu'ils la détiennent, penser qu'ils sont à la racine de cette vérité, d'où la notion de radicalité, et justement interroger ce type de comportement, ce type de conviction, quand elles ne sont pas seulement des convictions religieuses ou des convictions extrêmes. Alors justement, le sujet qui a été proposé tapait en plein dedans, on tapait en plein sur cette partie immergée de l'iceberg, puisque de façon un peu surprenante de prime abord, peut-on être démocrate et radical, on combinait deux notions qui ne semblaient pas aller ensemble. Démocrate, partisan de la démocratie, celui qui est convaincu qu'un régime fondé notamment sur la liberté et l'égalité, voire sur la fraternité, celui convaincu que ce régime est le meilleur régime, et de l'autre côté, le radical, plutôt identifié dans l'imaginaire populaire, dans l'actualité, dans un langage un peu rapide, plutôt identifié le radical à celui qui est extrémiste, fondamentaliste, violent, etc. Donc on a un sujet qui interrogeait ou qui télescopait deux notions un peu différentes, un peu opposées, un peu extrêmes, voire contradictoires, et qui les interrogeait pour envoyer à cette partie immergée de l'iceberg. Alors, je ne vais pas refaire un cours sur les radicalités, mais qu'en tirer? En fait, quelque chose de très représentatif de l'épreuve des questions contemporaines, c'est que dans les questions contemporaines, on interroge un sujet par rapport à un thème qui est donné dans l'année, on interroge un sujet pour essayer d'interpeller le regard sur ce sujet tel qu'il est habituellement entendu, tel qu'il est habituellement, on pourrait dire, considéré dans une société et des connaissances un peu plus fondamentales. C'est exactement le cas ici, c'est-à-dire que si on considère le sujet peut-on être démocrate et radical à partir de l'actualité politique, celle du terrorisme, celle de Daesh, celle d'un certain nombre de débats ou de conflits religieux, on serait tenté de dire ben non, ça n'a rien à voir, c'est-à-dire être radical, c'est être partisan de ces idées extrêmes, être démocrate au contraire, c'est être tolérant, c'est être partisan de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, etc. Bon. Mais ce sujet, en fait, est intéressant parce que, au-delà de ce premier abord, de cette courte vue actuelle, être démocrate peut bien signifier justement être radical. On a des partisans de la démocratie, que ce soit dans le monde politique, dans le monde intellectuel, on a des partisans de la démocratie qui la défendent férocement, qui veulent justement la défendre contre un certain nombre d'idéologies qui la menacent.
On peut même penser que la démocratie est née d'une certaine forme de radicalité par rapport à un ordre traditionnel, est née de radicalité par rapport à une volonté d'être radical par rapport à une hiérarchie ancienne, par rapport à un monde fondé sur Dieu ou fondé sur la noblesse. Et donc évidemment, on voit que d'emblée, un sujet de question contemporaine, le jeu, c'est d'opposer une perception qui est la perception la plus évidente, et une perception qui est la perception au moyen de laquelle on prend le plus de recul, au moyen de laquelle, justement, on parvient à développer un point de vue peut-être plus posé, plus fondamental, et du coup, plus ouvert à la discussion. Donc, dans ce sujet, peut-on être démocrate et radical? Il s'agissait de confronter, d'une part, la radicalisation religieuse, la radicalisation extrémiste et politique, et d'autre part, une théorie de la démocratie qui pouvait la voir comme autre chose, comme un ensemble mou, comme un ensemble totalement ouvert, mais du coup sans véritable structure, et confronter ça à une vision de la démocratie peut-être un peu plus radicale, un peu plus solide, un peu plus convaincue et un peu plus offensive. Alors, du coup, comment on fait quand on est confronté à un sujet comme ça? Tout simplement, on doit proposer une démonstration qui, non seulement dans son introduction, fait la synthèse de ce que je viens de dire, c'est-à-dire la synthèse ou la mise en perspective de plusieurs définitions des termes pour montrer que, même si de prime abord démocrate et radical s'opposent, en fait, on peut raisonnablement s'interroger sur leur rapprochement. Donc, un jeu d'opposition et de rapprochement suffit à constituer une problématique évidemment à affiner dans la rédaction, mais peut-on être démocrate et radical? C'est montrer qu'il y a de bonnes raisons de défendre de façon un peu radicale la démocratie et pas simplement, justement, d'accepter sa définition comme quelque chose ou comme un ensemble particulièrement mou ou particulièrement ouvert. Et puis ensuite, dans le deuxième temps de la réflexion, ce qu'on doit proposer, c'est un raisonnement en 2 ou 3 parties qui va justement étayer les différents points de vue, étayer les différentes options sur ce sujet, pour le dire de façon extrêmement simple, pour le dire de façon presque schématique. Ce qui était attendu dans un sujet comme ça, c'était évidemment de commencer peut-être par le plus évident, c'est-à-dire la réponse qui consiste à dire non, on ne peut pas être démocrate et radical. Être démocrate, c'est être ouvert, c'est avoir l'esprit critique, c'est accepter la discussion. Donc c'est le contraire d'être radical, parce qu'être radical, c'est être plié sur un radical, sur une racine, sur un fondement, à l'exclusion de toute autre chose. Donc celui qui discute, c'est celui qui accepte la différence. Celui qui est radical, c'est plutôt celui qui se replie en dehors de toute différence. Et selon cette logique, évidemment, illustrée par des exemples religieux, des exemples politiques, des exemples intellectuels, on peut très bien montrer qu'on ne peut pas être démocrate et radical parce que le démocrate est forcément celui qui se situe du côté, si on reprend la métaphore grammaticale, du suffixe, et pas simplement du radical. Donc celui qui est démocrate, c'est celui qui accepte les différentes déclinaisons possibles de la religion, des idéologies, différentes déclinaisons possibles également des connaissances. Donc le démocrate est ouvert, dialogue, le radical se replie sur sa racine, sur la conviction qu'il a de cette vérité. Donc on commence toujours une première partie par ce type d'argumentation, l'argumentation la plus évidente. Mais on l'a fait évoluer parce que justement, l'exercice des questions contemporaines, c'est de montrer que les choses sont peut-être moins manichéennes qu'il n'y paraît, et on peut la faire évoluer au moyen de différents arguments ou au moyen de différentes idées. Ici, une des idées majeures qui devait être attendue, c'est justement l'idée que la tolérance peut évidemment être un signe d'ouverture, la tolérance peut évidemment être quelque chose de souhaitable parce qu'elle permet la discussion, mais il y a un certain seuil où la tolérance n'est plus efficace, où la tolérance, justement, met en danger celui qui la pratique. On le voit bien dans nos sociétés, on ne peut pas admettre des choses, des comportements, des principes, des valeurs qui sont radicalement opposés à des convictions fondamentales. Nos sociétés sont fondées juridiquement sur des constitutions, nos sociétés sont fondées sur des histoires, nos sociétés sont fondées sur des valeurs, nos sociétés sont donc porteuses d'une identité. Du coup, d'une certaine manière, on peut considérer que être démocrate, ça n'est pas accepter tout et n'importe quoi. On ne peut pas accepter des choses qui sont contraires d'un point de vue
politique, d'un point de vue idéologique et politique, des théories qui seraient xénophobes, des théories qui seraient des théories discriminatoires, racistes, des théories qui hiérarchiseraient les êtres humains en fonction de leur sexe, des théories qui prôneraient par exemple la violence à l'égard de certaines catégories de population. Toutes ces théories-là sont des théories qui ne sont pas acceptables. De même, un certain nombre de pratiques de violence, de viol, etc. sont des choses qui nous sont inacceptables. Inacceptables non pas parce que nous avons ces traditions, mais parce que nous avons de bonnes raisons de penser que ce sont des choses qui sont contraires aux droits humains fondamentaux, aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, à la dignité des individus. Et donc, on peut faire ce type d'objection en montrant qu'il y a bien quand même une racine dans la démocratie, et donc que la démocratie se réclame d'une certaine forme de radicalité, et même qu'historiquement, elle s'est fondée sur une telle radicalité. Il aurait été utile, dans un deuxième temps, de montrer justement que la démocratie est née de la défense d'un certain nombre de théories de la raison, de théories de la politique, de théories qui, justement, ont pu conduire à s'opposer, parfois de façon relativement violente, à des pouvoirs en place, à des idéologies, à des régimes, à des personnes. Et donc, il y a une certaine forme de radicalité dans des revendications démocratiques. On peut penser à la façon dont certains responsables, en Afrique du Sud, aux États-Unis ou même dans les pays européens, ont fait usage, sinon de la violence, en tout cas d'une certaine forme de violence symbolique, pour rejeter les dogmes de l'Église, pour rejeter certaines traditions, pour rejeter certaines discriminations qui très longtemps ont fait des victimes chez les femmes, chez les gens de couleur, ont fait des victimes chez les gens de certaines religions, les protestants, les juifs, on y pense évidemment. Et donc on voit bien qu'il y a une certaine forme de radicalité qui, en plus de ça, est à géométrie variable en fonction du contexte, en fonction de la violence que l'on cherche à contrer lorsqu'on en est démocrate. Et donc, une deuxième partie aurait été nécessaire pour faire évoluer le sujet et montrer que la représentation de la démocratie comme un ensemble parfaitement mou et tolérant est peut-être une représentation totalement erronée, une représentation que l'on peut défendre dans le contexte de société pacifiée, mais que l'on doit mesurer, ne serait-ce que lorsque l'on regarde des exemples historiques comme les printemps arabes ou comme certaines révolutions démocratiques ou transitions démocratiques qui ont affirmé avec radicalité certaines valeurs, certains principes contre des régimes autoritaires, contre des régimes dogmatiques, contre des idéologies passablement dangereuses. Et du coup, cette évolution du raisonnement peut déboucher, par exemple dans une troisième partie, peut déboucher sur un repositionnement du sujet, c'est-à-dire montrer que ce qu'il est nécessaire de faire à ce moment-là, c'est de distinguer différents types de radicalité. Il y a peut-être des radicalités qui sont, pour le dire de façon un peu manichéenne, bonnes et d'autres qui sont mauvaises, ou en tout cas des radicalités qui reposent sur des justifications, qui reposent sur des explications et des justifications, alors que d'autres reposent peut-être soit sur l'irrationalité, soit peuvent s'expliquer, mais en tout cas pas se justifier. Et donc il est peut-être nécessaire à ce moment-là de prendre un peu de recul par rapport au sujet pour dépasser simplement le rapport soit d'opposition entre démocratie et radicalité, soit de fusion entre démocratie et radicalité, en montrant que, justement, certaines radicalités sont défendables parce que ce sont des radicalités qui ne sont pas fermées à la possibilité d'un substantif, d'un suffixe, à la possibilité d'un ajout, à la possibilité d'une différence, mais que ces radicalités accueillent toutes sortes de différences tout en les rendant compossibles ou compatibles. On peut penser par exemple, pour les défenseurs d'une laïcité républicaine, on peut penser que la laïcité est un exemple de ça en France. En France, toute personne a le droit de participer à l'espace public avec sa religion, a le droit de manifester sa religion dans l'espace public, du moment que ça n'est pas ostentatoire. Alors évidemment, il y a polémique, on pourrait employer l'exemple dans un sens ou dans l'autre, mais on voit bien que dans notre espace public, on peut manifester un certain nombre de différences religieuses, on peut manifester un certain nombre de différences sexuelles, on peut manifester un certain nombre de différences qui sont caractéristiques d'identités qui, a priori, ne vont pas ensemble. Et donc, la façon dont nous concevons notre vivre ensemble montre bien que la radicalité démocratique n'est pas exclusive de certaines différences. Il y a donc les radicalités ouvertes aux différences
qui peuvent rencontrer des difficultés à la marge, et d'autres radicalités qui au contraire sont des radicalités dogmatiques, des radicalités sectaires. Et donc la troisième partie aurait pu utilement essayer de trouver le critère de distinction ou de trouver des arguments qui permettent de distinguer ces deux grands types de radicalité. Donc peut-on être démocrate et radical? Vous voyez, l'idée c'est de faire évoluer la réponse pour progressivement arriver à une réponse plus fine, arriver à une réponse ciselée d'une certaine manière, argumentée et justifiée, qui permettrait, au bout du compte, effectivement, de trancher le sujet, puisque le but, c'est pas tellement de faire une motion de synthèse, que de le trancher de façon raisonnée et de façon justifiée. Voilà, c'était pour vous proposer ce corrigé sur peut-on être démocrate et radical, qui est en soi moins un corrigé que l'esprit même de l'argumentation que vous devez développer sur ce type de sujet de questions contemporaines. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.